Et bonjour à tous. Alors je sais pas si on est nombreux là pour commencer, mais ça va peut-être arriver tranquillement. Salut à ceux qui sont déjà là pour cette soirée ensemble où on va streamer. On va se faire un petit quick quiz, pas piqué des hannetons, un petit quiz tous ensemble. Ça va être très simple, 25 questions, 25, n'importe quoi. 25 questions sur tout thème, c'est des questions de culture générale à partir de photos ou d'images qui vont apparaître en haut de votre écran. En dessous, il y aura la question, 4 réponses dans ce questionnaire à choix multiple à chaque fois. Sur les 4 réponses, il n'y en a qu'une seule de juste. Si vous tombez juste, ça fait des points. Le plus rapidement possible, encore plus de points. On va avoir une petite question musicale. Vous allez devoir reconnaître des choses aussi dans ce quiz de temps en temps. Et cette première question va être une question musicale. Voici la question avec cette première, et je vous ai pas montré la photo, pardon. Quel est l'instrument de musique qui figure sur cette photo? Un cor, une trompette, un trombone à coulisses ou un tuba? Voilà, c'est la première question musicale. Quel est l'instrument de musique qui figure sur cette photo? Tuba, cor, trombone à coulisses ou trompette? Je sais plus ce que j'ai dit. Tuba, contre trombone à coulisses, trompette, cor. Ça commence très bien, je ne sais même pas lire. Voilà. Alors. C'était la première question. Quel est l'instrument de musique qui figure sur cette photo? Est-ce que vous avez trouvé ce que ça pouvait être? Alors, voici la réponse. Il fallait dire un tuba. C'est un tuba. Ouais, c'est un instrument de musique qui appartient à la famille des cuivres, qui a une taille, une forme très particulière. C'est d'ailleurs une sous-famille de cuivre. Ça vient du latin, le mot tuba, et en fait ça rappelle une grande trompette incurvée de l'époque militaire, le tuba curva. Voilà, trompette incurvée, tuba curva, et c'était un instrument militaire. La question suivante va être une question anatomie, corps humain, et la photo peut vous aider. La question la voici, quel os de la jambe se nomme désormais fibula, selon les nouvelles appellations? Le fémur, le tibia, le radius ou le péroné? Quel os de la jambe se nomme désormais fibula, selon les nouvelles appellations? Péroné, radius, tibia, fémur. Alors pour info, j'ai pas les réponses dans le même ordre que vous, hein. Donc pas de soucis. Ça joue... vous pouvez jouer quand même, on n'a pas les réponses qui s'affichent de la même façon, mais il n'y a pas d'ordre précis, c'est ce que je veux dire. Eh bien, on le voit à l'image. C'est le péroné. Ah non, le radius, c'est dans le bras. Non, non. Le tibia, c'est le l'os qui longe le péroné. Et le péroné, c'est en effet fibula. Ok, on continue avec cette prochaine question, et qui sera une question, cette fois, géométrie. Voici une forme. Question toute bête. Quel est son nom? Un heptagone, un énéagone, un dodécagone, un isocagone. Un icosagone, pardon. Un énéagone, un heptagone, un icosagone ou un dodécadone. Comment appelle-t-on un polygone à 7 côtés, puisqu'il y en a 7 ici? Eh ouais. Ils existent tous, hein. Pas de piège. Un polygone à 7 côtés, qui a donc bien sûr 7 sommets et 14 diagonales, s'appelle un heptagone. C'est bien joué pour ceux qui ont répondu. Tous existent, hein. Un énéagone c'est 9 côtés, un dodécagone c'est 12 côtés et un icosagone c'est 20 côtés. On passe à la question suivante. Et ça va être une question sport. Voici plein d'objets. Plein d'objets que je vous propose. Sauf que ces objets représentent l'équipement nécessaire à un sport, à une discipline. Laquelle? Le polo, l'ultimate, le cricket, le football américain. Dans quel sport a-t-on besoin de ce matériel? Le polo, le football américain, l'ultimate ou le cricket? Alors... Ça, c'est une bonne question. Le cricket. Non, c'est pas de football américain. Le cricket, c'est... Il y a la balle, il y a la batte, il y a le gant, il y a le casque, il y a tout ce qu'il faut pour jouer au cricket, qui est un sport collectif, avec deux équipes qui s'opposent, composées de 11 joueurs chacune. Ça se joue sur un terrain de forme ovale,
d'herbe, bien sûr. Et le but, c'est qu'une des deux équipes va essayer de marquer des points en possédant 2 batteurs de chaque terrain, chacun devant l'un des guichets. Et un point est marqué à chaque échange de position de ces 2 joueurs lorsque la balle est en jeu. La question suivante va vous ramener loin en arrière. Voici 2 hommes. Et parmi ces 2 hommes, le plus jeune en tout cas, il s'agit ici d'Aristote. Et à côté, il y a un savant et philosophe qui fut son disciple. Qui? Socrate, Pythagore, Diogène ou Platon? T'as appuyé sur le mauvais bouton, quel dommage Aurélie. Tu peux te rattraper sur celle-ci. De quel savant et philosophe Aristote a-t-il été l'élève? Socrate, Pythagore, Diogène ou Platon? Il fallait répondre Platon. C'est Platon que nous voyons, en fait. On passe à la question suivante. Allez, plus facile, là ça sera plus simple pour moi d'expliquer. Voici un drapeau. C'est le drapeau de quel pays? Le Liban, la Bolivie, la Jordanie ou le Canada? Je n'ai pas du tout réussi à expliquer avant l'histoire d'Aristote là. C'était un bordel. Je mange un petit chocolat. J'ai pris l'habitude de prendre une petite milliardise tous les soirs avec mon thé. Un petit chocolat juste là. Alors voici un drapeau avec un petit sapin. Donc pas tout à fait un sapin, c'est plutôt un cèdre et c'est le drapeau du Liban. Et ouais, en fait c'est un cèdre qu'on voit au milieu de ce drapeau. Et c'est un peu le symbole des montagnes du Liban, le cèdre. Un symbole de sainteté, un symbole d'éternité, de paix, et qu'on voit dans beaucoup de mythes bibliques, puisqu'emblème de longévité. La couleur blanche, c'est la neige qu'on retrouvait sur les montagnes, un peu symbole de pureté et de paix aussi, et les bandes rouges, les deux, ça fait référence au sang que les Libanais ont versé pour conserver leur pays face aux envahisseurs successifs. On joue avec la prochaine question. Une petite question de musique, parce qu'on aime bien cette question, les questions musicales. Quel groupe de musique s'est fait connaître en 63 avec son pré-single Come On? Il y a peut-être un indice avec la photo. Les Beatles, les Rolling Stones, The Pretenders ou The Doors? Je rappelle que plus vous répondez vite, plus vous avez des points. Mais si vous avez faux, vous avez des points en moins. Quel groupe de musique s'est fait connaître avec Come On en 63? Groupe formé en 62 par le guitariste et leader original Brian Jones, le pianiste Ian Stewart, le guitariste Keith Richards et le chanteur Mick Jagger. Il s'agissait des Rolling Stones. Les gars, c'est Mick Jagger devant. Ah, je la pensais plus simple cette question. Ah, pas de bonne réponse, tant pis. 10 mai 63, ils enregistrent leur premier single qui s'appelle Common, une reprise de Chuck Berry. Et en face B, il y a I Want to Be Loved de Willie Dixon. Et grâce à ce titre, ils rentrent dans les charts britanniques et se font remarquer par la presse. Ah, je pensais que vous auriez au moins reconnu Mick Jagger là au premier plan. Bon, tant pis. On reste pas sur un échec, hein, on passe tout de suite à la prochaine question. Et là, je vais vous demander de reconnaître quelqu'un. Dites-moi qui est cette personne? Qui est cet illustre personnage? Neil Armstrong, Thomas Pesquet, Buzz Aldrin, Yuri Gagarin. Allez, celui-là, vous l'avez, je suis sûr. Alors, il y a des chances qu'il a un rapport avec l'espace. Si on analyse bien, il y a 2-3 petits indices qui nous font dire qu'il a un rapport avec l'espace. Et vous allez me dire, oui, mais toutes les réponses sont en rapport avec l'espace. Il s'agissait de Neil Armstrong, il n'y avait pas eu de réponse. Premier homme à avoir posé le pied sur la Lune le 21 juillet 69 à 2h56 avec cette phrase c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Voilà. Il était avec son copilote Buzz Aldrin et c'est avec lui qu'il fait une sortie extravéhiculaire d'une durée de 2h20. On passe à la question suivante. Bon, on reste avec les États-Unis, tiens. Voici un oiseau
Un oiseau emblème des États-Unis, mais comment s'appelle cet animal qui vit en Amérique du Nord? Le balbuzard pêcheur, la chouette chevêche, le faucon gerfaut ou le pigargue à tête blanche? Quel est le symbole, l'emblème national des États-Unis? Le faucon gerfaut, le balbuzard pêcheur, le pigargue à tête blanche ou la chouette chevêche? Son nom latin est Alietus leucocéphalus, mais ça ne va pas du tout vous aider, je pense. Espèce de rapace qu'on voit surtout en Amérique du Nord, symbole des États-Unis, un temps menacé dans le pays au XXe siècle, et qu'on voit beaucoup près des lacs, des rivières, des zones côtières, puisqu'il va y chercher sa nourriture. Il s'agissait du pigargue à tête blanche. Et ben, un indice, la tête est blanche. Alors, regardez bien les photos, ça peut servir. Ouais, c'était le pigargue. La petite question suivante, la voici. Voici une pierre. Une pierre avec plein de symboles inscrits dessus et que vous avez déjà forcément étudié en cours quand vous étiez plus jeune. Comment s'appelle ce fragment de stèle gravé de l'Égypte antique qui a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes? La pierre de Rosette, la pierre de Bossette, la pierre de Josette, la pierre de Follette. Avec quoi Champollion a déchiffré les hiéroglyphes? Avec cette pierre, qui est actuellement visible à Londres, au British Museum, depuis 1802. C'est un des objets phares du musée, qui date depuis l'Égypte antique, qu'on apprend beaucoup en cours quand on parle de l'égyptologie, de Champollion. On dit que c'est grâce à la pierre de Rosette qu'il a déchiffré les hiéroglyphes. Ce qu'on voit dessus, ça serait un décret promulgué à Memphis par le pharaon Ptolémée V en 196 avant Jésus-Christ. Et en fait, ça serait la clé pour comprendre beaucoup de hiéroglyphes. On va vers l'art et la peinture, si ça vous va. C'est un portrait très connu, ce portrait, croqué par Vincent Van Gogh. C'est Paul Gachet. Quelle était la profession de ce monsieur dans un des tableaux les plus chers du monde? Député, docteur, fossoyeur, agriculteur. Que faisait ce monsieur? Qui était la profession de Paul Gachet, peint ici par Van Gogh, dans un des tableaux les plus chers du monde. J'aime beaucoup ce tableau, il est très beau. Et à l'époque, quand même, enfin, vendu en 90, au prix record de 82,5 millions de dollars. Il fait partie des œuvres les plus chères au monde, tout confondu. Artiste peintre néerlandais, Vincent Van Gogh a rencontré ce monsieur Paul Gachet, qui était peintre, graveur, collectionneur d'art, professeur d'anatomie artistique. Et surtout, il était docteur. C'est le portrait du docteur Gachet avec branche de digital. C'est le nom du tableau, le portrait du docteur Gachet. Voilà. Et Paul Gachet était lui-même peintre. Il a notamment peint sous le pseudo Paul Van Rissel. Et il a fait de nombreuses peintures et plus d'une centaine de gravures. Voici une photo que vous connaissez tous, je suis sûr. Regardez cette photo, elle est très très connue avec plein d'ouvriers. C'est un cliché qui a été pris à New York. En quelle année, à votre avis? 1892, 1912, 1932, 1952. En quelle année a été prise cette célèbre photo qu'on a vue partout, hein, qui a été reprise, parodiée, je crois que c'est même dans les Simpsons, hein, ou dans Friends peut-être, où ils ont fait une parodie de cette photo. Enfin voilà, c'est un cliché très connu qui s'appelle Déjeuner en haut d'un gratte-ciel. Et on sait toujours pas qui l'a pris cette photo. Il n'y a pas un auteur fixe qui a été nommé comme auteur de la photo. Il fallait dire 1932. Alors, je vous explique pourquoi 1932. En fait, la date est hyper importante. Parce qu'on voit 11 ouvriers qui déjeunent les pieds dans le vide sur un échafaudage au-dessus de Manhattan. C'est de Manhattan qu'on voit en dessous. Et en fait, c'est un peu le symbole de la Grande Dépression des années 30. L'Amérique est en pleine reconstruction après le krach boursier de 29. Et sur cette photo, on voit que y a un monde qui est en train de renaître. En tout cas, c'est ce que veut dire la photo en 1932. Après, il faut savoir que c'est une photo qui à la base était prise pour une pub, pour une publicité. C'est une marque qui avait demandé tout un tas de clichés pour ces photos et qui avait décidé de mettre en avant le monde ouvrier de manière un peu plus originale.
On va rester aux États-Unis avec un cliché très célèbre. Vous le connaissez tous, celui-là, regardez. Poupopidou. Marilyn Monroe, la robe qui s'envole au-dessus de cette bouche de métro. Un cliché devenu célèbre, mais une mise en scène qui a été réalisée pour les besoins d'un film. Lequel? Un film avec Marilyn Monroe. Est-ce qu'il s'agit de Certains Lame Show, Les Désaxés, Comment épouser un millionnaire ou 7 ans de réflexion? Qui a la bonne réponse? Ou qui a vu le film, peut-être, en question? Dans quel film on peut voir Marilyn Monroe retenir sa robe avant qu'elle s'envole? Certains Lame Show, Les Désaxés, Comment épouser un millionnaire ou 7 ans de réflexion? Alors c'est un film ultra célèbre, signé Billy Wilder, il fallait dire. 7 ans de réflexion. Décidément, on n'y arrive pas. Bon, peut-être la prochaine. On va tenter une prochaine. On va jouer avec un logo. Voici un logo. Un logo très connu aussi. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle enseigne il s'agit? Quelle est la marque de ce logo? Ce qui me permet de vous dire pour l'instant que 7 ans de réflexion, le film avec Marilyn Monroe, est sorti en 55. Et c'est inspiré d'une des pièces de l'époque, très audacieuse, jouée 18 000 fois à Broadway, vous vous rendez compte? Qui aborde frontalement la sexualité et l'adultère. C'est pas rien. Alors, à quelle enseigne appartient ce logo très connu? Jiffy, Decathlon, Intersport ou La Foire Fouille? Alors là, vous avez peut-être la réponse. J'espère. Intersport, et ouais. Tout simplement. C'est une bonne réponse. Intersport, entreprise suisse à la base. Née du côté de Berne. Regroupement de 10 groupements d'achat de produits sportifs en 68. Et qui ont fait une interconnexion Intersport, voilà. Et leader sur le marché de la vente d'articles de sport au niveau international. Aujourd'hui, à peu près 5600 magasins dans 66 pays et principalement en Europe, bien entendu. On passe à la question suivante, la question numéro 15 avec un cliché ultra connu. Le selfie du siècle, ça vous dit un truc ou pas? Ah, c'est celui-ci le selfie du siècle. Il a été pris le 3 mars 2014 à l'occasion des Oscars, souvenez-vous, sur initiative de la maître de cérémonie qui était à l'époque Ellen DeGeneres. La question est la suivante, qui n'apparaît pas sur ce selfie du siècle? Lupita Nyong'o, Jared Leto, Kenneth Branagh ou Angelina Jolie? Voici des acteurs et des actrices que je vous cite, forcément il n'y en a que ça, il n'y a que de ça sur la photo. Hein. À part Ellen DeGeneres qui est plutôt animatrice télé, qui réunit plein de monde, mais qui n'est pas sur cette photo? Lupita Nyong'o, Jared Leto, Kenneth Branagh, Angelina Jolie. Il fallait dire Kenneth Branagh. Et si Jared Leto y est, c'est celui qui a la tête coupée là tout à gauche à côté de Jennifer Lawrence. C'est celui qu'on voit très furtivement. On a Lupita Nyong'o qui dépasse sa tête toute derrière Brad Pitt. Et à droite de Lupita Nyong'o, la personne qui fait signe de la main là un peu floue, c'est Angelina Jolie. Voilà. Juste en dessous, il y a Paul Nyong'o, Bradley Cooper au premier plan, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Julia Roberts, Brad Pitt et bien sûr Kevin Spacey tout au fond. On est à la question 15 et je vous propose de continuer avec une figure, une gueule, un regard, celui de Winston Churchill. C'est pareil, hein, et ce cliché il est très connu. Pourquoi? Et bien parce qu'il tire une gueule dessus, un regard hyper noir, et pour une raison bien particulière. À votre avis, pourquoi il lance ce regard très noir au photographe? Parce qu'il venait d'entrer en guerre, parce qu'il avait une gastroentérite au moment du shooting, parce que le photographe lui a retiré son cigare, ou parce que le portrait a été réalisé par son ex-compagne. Ça pourrait être les 4. Photo réalisée par Youssouf Karch en 1941. Alors, je vous rappelle la réponse, il fallait dire... Ah oui, que des bonnes réponses. Là, c'est cool. Je suis sûr que ceux qui n'ont pas répondu et qui ont joué aussi l'avaient. Ouais, parce que le photographe lui a retiré son cigare. En fait, si vous voulez, Karch prend une photo et Churchill a son cigare à la bouche. Et ça fait énormément de fumée et du coup, la photo n'est pas belle. Du coup, il lui tend un cendrier, il lui fait « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez poser le cigare, machin ?» Mais le cigare continue de fumer et ça marche pas. Et du coup, ils vont carrément retirer le cigare. Et là, la photo
est prête à être prise, sachant que il avait que 2 minutes, 3 minutes pour réaliser un cliché de Winston Churchill. Et Churchill fait énormément la gueule. Il prend son cliché, Karch, et Churchill dit au photographe « Monsieur Karch, vous êtes capable d'arrêter un lion en plein élan ». Et du coup, la photo a un titre aujourd'hui qui s'appelle « Le lion rugissant ». Et c'est Churchill, hein, le fameux lion rugissant, selon Youssouf Karch, qui en tout aura photographié plus de 11 000 personnalités dans toute sa carrière. On passe à la suivante. Question numéro 17. Regardez-moi ce lieu, c'est magnifique. C'est vraiment chouette. 3500 escaliers au compteur, messieurs, dames, pour cette structure de 30 mètres de profondeur, 3500 marches, mais qui se trouve où? C'est le Chambawri, qui se trouve en Inde, au Japon, au Pérou ou en Turquie. « 3500 marches, de manière pyramidale, très organisée, très symétrique, je trouve ça magnifique. Il ne faut pas tomber quand même. Il n'y a pas de rambarde, hein. Ils n'ont pas mis un petit garde-fou. On est dans le champ de Baori, en plein cœur du petit village d'Abaneri, une véritable œuvre d'art sur 3 murs, 3500 marches étroites, et avec au centre un petit lac verdâtre qui apporte du mystère à cette construction dont on ne sait pas tout encore, et c'est en Inde. Bien joué, bravo. Exactement, c'est en Inde que ça se passe. Alors personne ne sait à quel moment exactement cette structure a été construite. Ça serait entre les 9 et 11e siècles, environ. Il est impossible de trop en dire. Enfin voilà, ça serait entre les 9 ou 11e siècle, ou alors il y a 600 ans avant notre ère. Voilà, donc autant vous dire que les scientifiques sont, là je viens de le voir, sont assez dubitatifs sur la question des origines et le pourquoi de ce champ de Baori qui est, alors je sais pas, peut-être aujourd'hui visitable, au moins de haut. Je sais pas si on peut y descendre, mais c'est magnifique. Et dans les beaux monuments, celui-là est plus connu. Ça s'appelle le Mont Rushmore aux États-Unis. Et la question va être très simple, vous vous en doutez. Quel président américain n'apparaît pas sur les sculptures du Mont Rushmore? N'apparaît pas. Abraham Lincoln, Andrew Johnson, Thomas Jefferson ou Theodore Roosevelt. Sculpture de Gutzon Borglum. Haute de 18 mètres, c'est pas rien. Qu'y a-t-il? Lincoln, Johnson, Jefferson, Roosevelt. En tout cas, qui n'est pas sur ce monument? Qui aurez-vous reconnu ou pas? C'est histoire de raconter l'histoire des États-Unis de 1770 aux années 1900. Alors dessus, il y a le premier président américain qui s'appelait George Washington. Ça, c'était assez évident. Il me semble-t-il que c'est celui à gauche ou à droite, je sais plus. En tout cas, celui qui n'apparaît pas, il s'agit de Andrew Johnson. Non, il y a bien Thomas Jefferson, qui était président américain de 1743 à 1826. Enfin, président, pardon, qui a vécu de 1743 à 1826. Theodore Roosevelt, lui, président du 19e siècle, était là aussi. Et Abraham Lincoln, président du 19e siècle également, était présent aussi. Vous pouvez voir ce mémorial, puisque c'en est un dans la ville de Keystone, près de Rapid City, dans l'état du Dakota du Sud. Voilà, une sculpture monumentale réalisée entre 1927 et 1941, ça a pris du temps. Ça retrace 150 ans d'histoire du pays. On revient chez nous, et ça vous aurez reconnu, c'est le Stade de France. Dans les jours de grands matchs, combien de spectateurs peuvent prendre place dans les gradins simultanément du Stade de France? 80 000, 90 000, 100 000 ou 110 000? Si on remplit le Stade de France, on peut mettre combien de personnes? 80 000, 90 000, 100 000 ou 110 000? Alors, je vous ai mis la photo, elle va pas beaucoup vous servir, hein, c'était juste pour vous donner une illustration, à moins que vous comptiez les places une par une et que vous faites une estimation, mais vous êtes très fort. J'ai jamais eu l'occasion d'aller au Stade de France encore. Ça serait un chouette événement. Il fallait répondre pour cette question sportive et pas que, parce qu'il y a aussi des concerts au Stade de France, il fallait répondre. Et donc 80 000.
C'était la fourchette basse qu'il fallait aller chercher. Petit piège. C'est pas 100 000, non. Le Stade de France a 80 698 places exactement. C'est le plus grand stade français où on voit beaucoup de matchs de foot et de rugby. Voilà, un stade inauguré en 98, juste avant la Coupe du Monde, par Jacques Chirac, lors du match France-Espagne. On arrive à la question numéro 20 et qui va lancer les dernières questions de ce jeu. Je vous ai mis des belles photos, et là vous avez une très belle fleur. Quel est le nom de cette jolie fleur que je vous propose ici? Un œillet, une pensée, un azalée ou un dahlia? Une azalée, un azalée, je sais plus. Œillet, azalée, pensée, dahlia. Quel est le nom de cette superbe fleur? Alors, quelle est votre réponse? Une fleur originaire du Mexique, introduite en Europe à la fin du XVIIIe siècle, est connue pour ses superbes couleurs et cette forme aussi très particulière, il fallait dire le dahlia. Introduite à des fins culinaires, parce qu'on pensait pouvoir d'abord consommer le bulbe du dahlia, un peu comme les pommes de terre, mais c'est pas très bon, apparemment. Je n'ai jamais goûté. Donc ils ont dit on laisse tomber les bulbes et puis on va plutôt profiter un peu de l'esthétisme de cette fleur, de cette plante, pour mettre le dahlia comme une fleur d'ornement. Et ça fait des très beaux jardins de dahlia, donc tant mieux. Continuons, sans plus attendre, avec la 21e question de ce Picture Show. Et une nouvelle photo qui peut vous servir. Ça, vous l'avez tous vu, vous l'avez tous étudié. Le fameux tableau périodique des éléments. À qui doit-on cette classification périodique des éléments publiée en 1869? Est-ce Niels Bohr, Dimitri Mendeleïev, Linus Pauling ou Antoine Lavoisier? Un scientifique qui a fait plusieurs choses dans sa vie, mais qui est connu pour ce travail colossal, titanesque, sur la classification périodique des éléments, qui a fait naître ce fameux tableau. Comment s'appelle ce scientifique que vous avez forcément étudié un jour en physique-chimie, hein? Dimitri Mendeleïev. Et ouais, c'est le fameux tableau de Mendeleïev qui a déclaré que les éléments chimiques pouvaient être arrangés selon un modèle qui permettait de prévoir les propriétés des éléments encore non découverts. C'est-à-dire que si on découvre de nouveaux éléments grâce à ce tableau, apparemment on pourrait plus facilement les classifier et les mettre dans des cases pour plus facilement les reconnaître. On passe à la question suivante. Un petit visuel, un petit symbole, et je vais vous demander comment ça s'appelle. Ce symbole chrétien utilisé comme symbole distinctif par des ordres religieux. Quelle croix? Est-ce que c'est la croix de Malte, la croix Ancée, la croix de Lorraine ou la Savitska? Svatitska, j'arrive pas à parler. Pas simple à prononcer en même temps. Croix aux origines inconnues. On l'appelle aussi croix de Saint-Jean. Et il s'agit de la croix de Malte. C'est le symbole des hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. C'est un symbole honorifique, un symbole national même pour certains. Et certains la considèrent comme l'un des tout premiers signes de l'être humain sur Terre. L'un des premiers signes tracés. Voilà. La croix de Lorraine, c'est celle qui a le grand bâton comme ça et un petit trait, un grand trait. Et la Svatitska, c'est la croix gammée en fait. C'est le nom originel de la croix gammée qui, à la base, avait un symbole beaucoup plus pur et bienveillant que celui qu'en ont fait les nazis qui ont détourné l'usage de la croix gammée. Et maintenant, quand on voit une croix gammée, forcément, on l'associe au nazisme et au régime d'Hitler. Mais à la base, c'est pas du tout la signification de cette croix. Elle n'a pas du tout été inventée par les nazis. Mais là, c'était bien la croix de Malte, en tout cas, qu'il fallait trouver. Question suivante, une question fun, une question animale. Regardez-moi cette jolie bête. Comment elle s'appelle? Comment s'appelle ce joli animal? Le nom de ce félin, c'est le jaguar, le léopard, l'oslo ou le guépard? Alors, petit indice, généralement, sur ces questions-là, tout se joue sur les tâches. On cherche un mammifère carnivore de la famille des Felidae, des félins. L'un des 5 grands félins du genre panthère, avec le tigre, le lion, la panthère des neiges
et le léopard. Un animal qu'on retrouve du Mexique jusqu'à la plus grosse partie de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Jusqu'au nord de l'Argentine et du Paraguay, il fallait dire. Le jaguar, ah bah non, on va pas y arriver, hein. Non, non, c'était le jaguar, où d'ailleurs le jaguar au Mexique, la population a augmenté de 20%. La question 24 et l'avant-dernière, la voici, une question BD. C'est la case d'un bouquin, d'une bande dessinée des aventures de Tintin. Je vais vous demander de retrouver de quel BD il s'agit. Objectif Lune, les 7 boules de cristal, les bijoux de la Castafiore, le temple du soleil. L'image peut vous aider. Des indices. Objectif Lune, les 7 boules de cristal, les bijoux de la Castafiore, le temple du soleil. C'est une image iconique. Hein. Quand on a lu les BD de Tintin, généralement c'est une image qui frappe. On s'en souvient de ce visuel. Par sa profondeur, par sa... C'est une image dynamique. Il fallait dire... Et ben regardez combien ils sont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 boules de cristal, les boules qui rendent fou. 6 des membres d'une expédition scientifique consacrée à la civilisation Inca sont victimes les uns après les autres d'une malédiction et plongés dans une profonde léthargie de laquelle les médecins sont impuissants à les sortir et après ils sortent de cette léthargie et deviennent fous. Et c'est à cause des malédictions et c'est lié aux 7 boules de cristal. Et la dernière, c'est une question sport et qui va peut-être vous aider à remonter un petit peu au niveau des points. Voici un footballeur et voici un geste impressionnant. C'est un geste technique utilisé en football, assez rarement, mais qui peut arriver, inventé par le gardien René Higuita. Comment s'appelle ce geste technique? Est-ce que c'est le coup du scorpion, l'aile de pigeon, le saut de l'ange ou la virgule? Comment s'appelle ce geste technique impressionnant utilisé en football? Alors en fait, il faut savoir que c'est ce gardien qui l'a inventé. Il s'appelle René Higuita. Il adorait dribbler hors de sa surface, faire des petits gestes, il était assez exubérant. Et un jour, lors d'un Angleterre-Colombie, à Wembley en 95, le score est de 0-0. C'est un gardien colombien, Higuita. Et il dégage la balle avec les talons, en sautant et en se basculant, se jetant en arrière sur un centre-tir de l'anglais Rémi Redknapp. Et l'image a fait le tour du monde. Arrêter un ballon à l'aide de ses talons, forcément, c'est incroyable. Et ça s'appelle le coup du scorpion. Bien joué pour sa forme, hein, ça ressemble bien sûr à un scorpion. Et c'est 100% de bonnes réponses sur cette question avec cette dernière photo qui fut iconique. Bon, je crois que c'est le moment de regarder les scores. Alors ça donnait quoi ce quiz? Dis-moi tout. Et bien pour les résultats finaux, Megamagus, la Déciduale et Aurélie Dravel arrivent dans les 3 premiers. Bravo! On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Instagram, et puis on est aussi sur Twitch et YouTube. Donc dès que vous parlez de vous autour de nous autour de vous, parlez-en à vos amis. Juste dites, ouais, il y a une chaîne sympa, ça s'appelle Colibri. Allez faire un tour sur YouTube, allez faire un tour sur Twitch et mettez un pouce en l'air. Même s'ils ne consultent pas tout le temps, nous ça nous fait des likes et tout, ça nous fait des followers et on est très contents. Merci à tous, des bisous à tous, à très vite. Bye bye.